propose de démarrer cette nouvelle session collective. Aujourd'hui, elle sera dédiée à la gouvernance d'accès aux données et l'idée, c'est de vous présenter les livrables du groupe de travail qui a été dédié à cette thématique au cours des derniers mois. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anaïs Lazac, je fais partie du pôle ODS du Health Data Hub, accompagnée d'Alexis Hecht, qui est également chef de projet au sein du pôle ODS. Je vous présente cette session aujourd'hui parce que j'ai assuré le secrétariat de ce groupe de travail. Donc, on va vous parler un peu de ces livrables et du contexte du GT. Alors, comme je disais, l'idée, c'est de commencer par voilà, une mise en contexte complète du cadre dans lequel a été mis en place ce groupe de travail. Ensuite, de vous présenter un par un les différents livrables qui ont été produits par ce GT. Et on terminera par deux cas pratiques qui permettront d'illustrer un peu ces travaux. Et voilà, vous pourrez également poser les questions que vous avez sur ce sujet-là. Donc, commencer. Je vais évoquer le comité stratégique des données de santé. Il faut savoir que ce groupe de travail a été créé sous l'égide du COSTRAT données de santé. Et le COSTRAT, ses missions, c'est de proposer tout un tas d'orientations stratégiques qui vont être liées au développement du SNDS. L'idée, c'est de mener vraiment une réflexion prospective sur tout ce qui est tous les aspects liés aux données de santé, donc la collecte, la production, le partage des données de manière globale. Il va également être sollicité pour les avis sur tout ce qui est évolution législative et réglementaire et proposer des recommandations qui vont permettre de favoriser le partage des données. Et il est aussi impliqué dans l'identification des bases de données qui vont être intégrées au catalogue du SNDS et notamment avec un focus particulier sur les données qui pourront manquer. Et pour mener à bien ces missions, il a la possibilité de réunir des groupes de travail comme celui sur la gouvernance d'accès aux données. Certains autres aussi, on les évoquera par la suite. Et également d'auditionner les bases de données qui sont pressenties pour intégrer le catalogue. Un petit aperçu de sa composition. Donc, il regroupe toute une direction ainsi qu'un certain nombre d'organismes publics, d'organisations ministérielles qui vont être liées de près ou de loin aux données de santé et également intègre des représentants des usagers et des établissements de santé. C'est les groupes de travail qui sont sous l'égide de SCOSTRAT. Ils ont pour objectif d'aborder les différentes thématiques, problématiques que l'écosystème des données de santé va rencontrer et d'intégrer notamment des acteurs du terrain pour avoir des remontées de leur part. L'idée, c'est de proposer différents outils, recommandations qui vont permettre le développement du SNDS au sens large et d'alimenter la future doctrine des entrepôts de données de santé. Donc voilà, c'est vraiment en parallèle ça s'inscrit dans cette stratégie autour des données de santé et de la construction d'un écosystème d'entrepôts. On essaie d'avoir une synergie, notamment avec l'appel à projet sur des entrepôts de données de santé qui a été mené au cours des derniers mois. L'idée, c'est de faire converger toutes ces réflexions pour aboutir à une doctrine qui soit cohérente à l'échelle nationale. À date, il y a 3 thématiques qui sont étudiées. Donc, le socle commun de données pour les entrepôts de données hospitaliers, des réflexions aussi sur le financement pérenne qui sont très importantes, et en particulier sur la tarification. Et enfin, le sujet du jour, la gouvernance d'accès aux données de santé. Il y en a d'autres en préparation, notamment sur la standardisation. On sait que c'est un sujet qui est très attendu. Sachez qu'on y travaille également et que c'est sous l'égide du COSTRAT également. Donc, ce GT gouvernance, on peut s'y intéresser un peu plus en détail. Il faut savoir que c'est basé en particulier sur les comités scientifiques et éthiques qui sont chargés de rendre un avis du coup sur les demandes d'accès. Ça suit un process un peu particulier selon s'ils s'inscrivent dans le cadre d'une méthodologie de référence de la CNIL. Donc, si un porteur de projet souhaite accéder à des données d'un entrepôt ou d'une base qui se rapprocherait d'un entrepôt, il doit demander l'avis du CSE. Alors, selon s'il s'inscrit dans le cadre d'une méthodologie de référence, il peut soit, si c'est le cas, passer directement avec le CSE qui va étudier sa demande et lui rendre un avis. Si celui-ci est défavorable, il est invité à recommencer ses démarches. Si ce n'est pas dans le cadre d'une MRCNIL, le CSE va être chargé plutôt de donner un
un avis consultatif qui va permettre au CESRES d'avoir des informations supplémentaires pour que le CESRES puisse statuer, et derrière, ça mènera à une autorisation CNIL dédiée dans le cadre, vu que c'est hors cadre de méthodologie de référence. Sachant que si le porteur de projet s'adresse directement au CESRES dans le cadre d'une demande, le HDH va s'assurer d'informer le porteur le responsable de données concerné pour qu'il puisse quand même remonter un avis et transmettre des observations au CESRES qui pourra en tenir compte. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité monter ce groupe de travail? On s'est rendu compte, on avait des remontées du terrain qui disaient qu'il y avait parfois un manque de visibilité, d'accessibilité et parfois d'égalité de traitement, hein, globalement un problème d'harmonisation des pratiques en termes de gouvernance d'accès. Donc, on manque globalement d'un manque de visibilité hein, sur les règles d'accès aux données. Les fonctionnements peuvent être assez hétérogènes et l'articulation avec le CESRES n'est pas forcément très claire et très facile à mettre en place. Donc l'idée, c'était de répondre à ces problématiques en fournissant à l'ensemble des établissements qui vont porter un EDS. Alors, on s'est focus sur les EDS vu que voilà, c'est un peu le cœur du sujet, le cœur de la stratégie nationale des données de santé en ce moment, notamment via l'appel à projet. Mais l'idée, c'est que aussi ces documents peuvent être utilisés par d'autres bases. On a interrogé dans le cadre du projet d'autres types de bases comme les registres des ports qui ont pu remonter leurs problématiques particulières. Donc, c'est en particulier dédié aux EDS, mais on a aussi tenu compte d'autres types de bases. Donc voilà, fournir un modèle standard de gouvernance d'accès local qui serait dans la continuité de ce qui se fait au niveau national pour qu'on ait vraiment une homogénéité, une cohérence globale. Pour cela, on a choisi de fournir un ensemble de livrables qui seraient directement utilisables par les différents CSE qui faciliteraient leur mise en place et leur fonctionnement en décrivant les différentes missions, la composition type d'un CSE et comment est-ce que celui-ci va fonctionner. Donc l'idée, c'était quand même de laisser une marge de manœuvre en fonction des particularités des différents types de structures et de leur permettre de s'adapter aux besoins particuliers de chacun. Le travail, il s'inscrit particulièrement dans l'actualité, comme je disais, notamment parce que le référentiel de la CNIL relatif aux EDS a listé un certain nombre d'exigences dont nous avons tenu compte dans les travaux. Donc là, elles sont détaillées. Donc il y a voilà, les missions du CSE sont évoquées, les traitements et la manière dont ils doivent être communiqués. Aussi des indications sur la composition du GT sont fournies et sur les manières dont le CSE doit rendre son avis qui sont également explicitées. Et en complément de ça, pour certains d'entre vous le savent, le cahier des charges de l'appel à projet des EDS a également émis quelques exigences relatives au CSE, notamment qui doit être à parité et que la moitié de ses membres doivent être extérieurs et indépendants à la structure de l'EDS, et également quelques règles sur son fonctionnement, donc des règles lisibles, les délais de mise à disposition, fournir aussi des grilles d'évaluation et un règlement qui sont liés à ceux du CESRES. Ces deux derniers éléments, on a été particulièrement vigilants dans l'élaboration des livrables pour que ce soit bien en cohérence avec ce qui se faisait côté CESRES. Le CESRES, je vais vous en dire quelques mots pour ceux qui ne savent pas forcément exactement à quoi ça correspond. Donc, CESRES, il va réunir toutes les demandes d'accès, notamment au SNDS. Il va être responsable de donner son avis sur les projets de recherche qui vont nécessiter l'utilisation de la santé. C'est préalable à l'autorisation par la CNIL. Voilà, il est composé d'une vingtaine de membres, il est complété d'un réseau d'experts et le secrétariat est assuré par le Data Hub. Donc, il va rendre son avis sur l'objectif, la méthodologie de recherche, tout ce qui est besoin pour l'utilisation des données de santé personnelle, tout ce qui est relatif à l'éthique, à la qualité scientifique du projet et aussi sur son caractère d'intérêt public. En termes de fonctionnement, ça va démarrer par le dépôt du dossier par le porteur de projet auprès du secrétariat qui est assuré par le HDH.
Le AGH va s'assurer que ce dossier est complet et si c'est le cas, il le transmet au CESRES qui va pouvoir désigner des rapporteurs, des experts. Donc en général, il y a un expert plutôt méthodologiste et un plutôt clinicien qui vont revoir l'ensemble du dossier selon une fiche d'expertise qui a été créée spécialement par le CESRES. Ils vont pouvoir émettre différents avis sur les critères évoqués pendant environ une quinzaine de jours. Ensuite, tout ça est transmis au secrétariat du comité qui rédige un projet d'avis. Et ensuite, pendant la session du CESRES, chaque projet est étudié fait l'objet d'un échange collégial par l'ensemble des membres. L'avis final est formalisé et puis signé par le président pour être transmis aux porteurs de projet. Donc, savoir que le CESRES se réunit tous les mois et il a environ un mois à prendre son avis final, ce qui est renouvelable une fois. Voilà pour le fonctionnement global. Savoir qu'on s'est basé globalement sur un peu le même principe pour réaliser le process au niveau local. Quelques règles de fonctionnement du CESRES, donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais il faut qu'il y ait un quorum, que les avis soient le plus possible consensuels, sinon il y a un vote qui se réunit une dizaine de fois par an. Les liens d'intérêt doivent être déclarés et examinés, et il est tenu à la confidentialité pour l'ensemble de ses membres. Un petit focus sur le déroulé des travaux avant de passer au livrable. Donc, le groupe de travail a démarré au mois de mars. On a commencé par déjà cadrer les besoins du groupe de travail. On a organisé également des auditions auprès de différents types de bases. Il y en a eu 6 en tout. Donc, on a interrogé les porteurs d'EDS, de corps, de registres qui ont pu nous remonter vraiment les réalités du terrain et comment est-ce qu'ils fonctionnaient chacun en fonction de leurs particularités. On a également récolté les documents que eux utilisent déjà au quotidien pour traiter les demandes d'accès. À partir de ça, on a construit, on a identifié les livrables aussi, qui nous paraissaient les plus pertinents pour servir à l'ensemble des EDS et des bases. On a commencé à les rédiger en se basant d'une part sur ce qui se faisait au CESRES, mais également grâce aux livrables qui nous ont été transmis par les différents interlocuteurs que nous avons rencontrés. On a organisé des revues de ces différents livrables. Hein. Il y a eu des échanges avec les différents membres du GT sur différents points problématiques afin que clarifier et de s'assurer que ce soit vraiment cohérent avec l'ensemble de l'écosystème. Et au cours de l'été, il y a eu tout un travail de revue, de prise en compte du dernier retour, de s'assurer que c'était bien conforme à la réglementation et enfin pour une validation à la fin de l'été en septembre. Donc, tout ça pour aboutir au kit gouvernance d'accès aux données que je vais pouvoir vous présenter. Est-ce que déjà il y a des questions sur cette première partie? Vous avez l'outil de questions-réponses de Zoom qui est à votre disposition si vous le souhaitez. Je passe à la suite. S'il y en a qui arrivent après, on trouvera un moment pour y répondre, pas de souci. Donc, le groupe de travail a identifié 4 livrables prioritaires qui vont composer le kit. Donc, déjà, le règlement intérieur du CSE qui résume l'essentiel des règles qui vont constituer le fonctionnement du CSE, une fiche de recevabilité, une fiche d'évaluation et un modèle d'avis. Donc, l'ensemble permet de bien définir le processus, ils s'inscrivent dans une continuité, de définir également des critères qui vont être communs à l'ensemble des bases et des EDS en laissant une marge de manœuvre pour s'adapter vraiment aux particularités de chacun et avec une attention particulière au parallélisme avec les documents du CESRES pour assurer cette harmonisation au niveau national et aussi pour faciliter les démarches aux porteurs de projets, que tout ça aille plus vite et que ce soit plus clair et plus facile pour tout le monde. Le processus qu'on a décrit, c'est un exemple qui s'adapte au plus grand nombre, mais l'idée c'est que, notamment sur la temporalité, que chacun puisse adapter la temporalité à ses besoins, à ses ressources. On imagine bien qu'une structure qui va avoir peu de demandes d'accès ne va pas forcément mobiliser ses ressources chaque mois pour un faible nombre
demande. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un exemple, mais qui puisse être adapté à chacun et d'avoir surtout donné de la visibilité aux porteurs de projets sur les modalités de traitement de leurs demandes. Ça démarre, comme pour le CESREF, par le dépôt de la demande par le porteur de projet auprès du CSE et de son secrétariat. Derrière ce secrétariat, avec l'aide de l'équipe opérationnelle de l'entrepôt ou de la base, va étudier la recevabilité. Ensuite, va transmettre le dossier aux rapporteurs qui vont réaliser leur expertise via une évaluation sur ce dossier en particulier, pour que celle-ci soit présentée derrière en réunion plénière, que le CSE puisse émettre un avis sur chacune des demandes et derrière que cet avis soit rendu. Donc ce process est décrit dans le règlement intérieur. Et on retrouve les 3 autres livrables qui ont été priorisés par le CSRS au cours de ce process. Le règlement intérieur, pour en dire un peu plus, voilà, on est rentré dans le cadre et les règles de fonctionnement du CSE de manière un peu plus détaillée. Donc, comment est-ce qu'il doit être composé, ses missions, comment est-ce qu'il va fonctionner en termes de dépôt, instruction de demande, à quelle fréquence les séances doivent être tenues et sous quelles conditions, tous les principes de déontologie et autres dispositions qu'on retrouve dans ce type de document. L'idée, c'était de mettre en évidence, d'une part, les éléments qui relèvent de la réglementation, qui ne vont pas forcément laisser place à des modifications, étant donné que ça relève du référent 7000 ou de la loi, et les autres qui peuvent être adaptés, comme je vous disais, aux spécificités, aux ressources de la structure selon ses besoins particuliers. La fiche de recevabilité, elle permet au secrétariat et aux équipes opérationnelles de s'assurer que le dossier est globalement complet et cohérent pour que derrière il puisse être évalué correctement par les rapporteurs. Donc on va s'assurer que l'ensemble des documents sont présents, mais que aussi les objectifs, les finalités, la méthodologie et tous les éléments relatifs à la faisabilité sont correctement remplis et vont être une base suffisante pour une étude plus approfondie. Si ce n'est pas le cas, une remontée terrain qu'on a eue, c'est qu'en général, les équipes de l'entrepôt ou de la base prennent contact avec le porteur de projet pour essayer de réévaluer les points bloquants, pour permettre quand même au porteur de projet de poursuivre sa demande. En général, c'est la pratique qui se fait et ce qui a été préconisé par les membres du GP, pour éviter voilà, qu'il y ait de gros blocages et des frustrations particulières. Il y a ensuite la phase d'évaluation, donc avec une fiche dédiée qui est remplie par 2 rapporteurs. Ils vont être désignés par le président, en général avec l'aide du secrétariat pour accompagner dans cette tâche. Cette fiche d'évaluation va permettre aux rapporteurs de rentrer de manière plus approfondie dans les critères qui vont permettre de statuer sur la bonne adéquation du projet avec les données qui sont présentes dans l'EDS, et évidemment les questions d'éthique, d'intérêt scientifique et de méthodologie. À savoir que dans le cas où le projet ne s'inscrit pas dans une méthodologie de référence dont je parlais tout à l'heure, qui est édité par la CNIL, le CSE ne se prononce que sur la méthodologie et la pertinence et pas sur les aspects éthiques. Voilà, c'est un petite remarque à savoir pour cette partie évaluation. Le dernier livrable, c'est un modèle d'avis, donc assez simple, mais qui est assez important parce que la CNIL exige qu'un avis motivé soit rendu pour chacune des demandes qui sont faites auprès du CSE. Donc il y a 4 avis possibles: favorable, favorable avec recommandation, réservé et défavorable. Seul favorable et favorable avec recommandation donnent l'accès aux données de l'EDS. On a également prévu des parties pour permettre de mettre en avant les critères qui n'ont pas été correctement remplis, et une partie d'observation globale, voilà, pour correspondre à cet avis motivé qui est exigé par la CNIL. Ce modèle d'avis peut être complété et signé par le président du CSE, toujours avec l'aide du secrétariat, hein, selon les besoins. On me demande les liens d'accès au livrable, je vous en parlerai un peu plus en détail à la fin de la session sur comment est-ce qu'on peut accéder au livrable. Terminer, quelques cas pratiques pour illustrer les différents livrables utilisés et le mode de fonctionnement du CSE.
Donc, dans ce cas-là, c'est le cas d'une demande qui s'inscrit dans le cadre d'une méthodologie de référence 004. Le porteur de projet va déposer sa demande d'accès auprès de l'EDS, comme on l'a vu. Il a vérifié au préalable sa conformité grâce à une checklist qui est fournie par la CNIL. Il peut ainsi vérifier qu'il remplit toutes les conditions pour la procédure. Une fois le dossier déposé, les équipes de l'EDS et le secrétariat vont étudier la recevabilité. Donc, ça inclut normalement la checklist de la méthodologie de référence et ils vérifient la cohérence globale de la demande. C'est transmis aux deux rapporteurs qui sont désignés par le président du CSE avec l'aide du secrétariat. Les rapporteurs vont évaluer le dossier en profondeur et vont se prononcer sur la pertinence scientifique, éthique et méthodologique. Le dossier est ensuite présenté à la session suivante du CSE. Le CSE, dans ce cas-là, tout va bien. Le CSE rend un avis favorable. Le porteur des projets va être notifié. Pour information, une fois que le porteur de projet est notifié de cet avis, il doit réaliser un engagement de conformité auprès de la CNIL et enregistrer son projet au registre du HGH. Et à partir de là, il a la possibilité d'accéder aux données de l'entrepôt et mettre en œuvre sa recherche. Il y a également détaillé un second cas, dans le cas où la demande ne serait pas conforme à une méthodologie de référence. Dans ce cas, c'est seulement un avis consultatif qui est demandé auprès du CSE. Donc, ça suit globalement le même process pour la demande, étude de recevabilité, étude par les rapporteurs pour l'évaluation du dossier, présentation au CSE. Cette fois-ci, il va se prononcer uniquement sur la pertinence scientifique et méthodologique. Il rend son avis consultatif. Cet avis consultatif devra être joint par le porteur de projet lors de sa demande auprès du CESRES. Donc, le processus du CESRES, on l'a vu tout à l'heure, et pour sa demande au guichet, la recevabilité étudiée par le secrétariat au HDH. Ensuite, les deux rapporteurs vont faire l'évaluation pour que ce soit présenté lors de la session du CESRES du mois en cours. Le porteur de projet est notifié. Après, c'est la CNIL qui va rendre son avis pour qu'il y ait une évaluation. Et ensuite, il est notifié et peut accéder à l'EDS. Voilà pour ces cas pratiques. Les liens, j'ai mis quelques liens utiles qui ne sont pas forcément liés directement au CSE, mais comme on les a évoqués dans les cas pratiques, il peut y avoir vous pouvez vous renseigner davantage sur tout ce qui est méthodologie de référence 004, l'inscription au registre, le starter kit et globalement le processus de soumission d'un projet au CESRES, si vous en avez besoin. Et je vois qu'il y a quelques questions. Donc, la première... Oui, je disais pour le lien d'accès aux livrables, ces livrables vont être transmis d'ici fin octobre, début novembre, avec l'ensemble des travaux qui ont été faits sur les différents groupes de travail du COSTRAT. Donc, on prévoit pour chacun qui ait une actualité et une page dédiée sur le site du HDH, m'assurer de vous envoyer le lien à l'ensemble des personnes qui ont été sollicité pour cette session et qui se sont inscrits également au plus tôt. Est-ce qu'il est envisagé de mettre en place des formations, notamment sur le rôle des rapporteurs? C'est pas quelque chose qui a été évoqué, mais c'est une idée qu'on peut garder en tête. Ça peut être une bonne suggestion si jamais le besoin s'en fait sentir. Concernant la vérification de la conformité à la méthodologie de référence, est-ce qu'une vérification est faite par le secrétariat ou juste une déclaration de la part du porteur de projet? Ça va être juste une déclaration. On ne demande pas au secrétariat d'aller refaire la checklist de la méthodologie de référence. C'est la responsabilité du porteur de projet de s'assurer que lui est conforme à la méthodologie de référence. Ce n'est pas la responsabilité du CSE. Et la présentation est très riche. Comment pourrons-nous nous la procurer? Je vous la transmettrai à la suite de cette session, bien sûr. Et normalement, elle est enregistrée et on devrait pouvoir la publier sur la page YouTube du HGH. Belle question. Est-ce que vous envisagez de développer un outil permettant de gérer les dépôts de demande et la gestion du processus de validation? C'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour à ma connaissance. Mais pareil, je note le point et si ça évolue, je pourrais vous en informer.
Après, je sais qu'il y a des choses qui se font déjà dans certains entrepôts, donc on pourrait envisager peut-être un retour d'expérience si ça peut être utile. Je laisse encore quelques minutes s'il y a d'autres questions. Ah, je vois. Est-il possible d'avoir un tableau de synthèse des opérations de benchmark effectuées? Je pense pas qu'on puisse dire que qu'il y a vraiment eu un benchmark. On a fait des interviews un peu globales et récupéré les retours d'expérience des différents interlocuteurs. On n'a pas prévu de diffuser les comptes rendus de ces sessions, étant donné que voilà, c'est pas forcément fait pour être rendu public. Après, si vous avez des demandes particulières sur sur ce qui a été dit, on peut essayer d'y répondre dans la mesure du possible. N'hésitez pas à transmettre en particulier. Une question. Tous les projets mobilisant les données d'un EDS sont concernés. Normalement, oui. Être remonté, il y a une petite exception qui concerne les recherches internes. Les recherches internes au sens de la loi informatique et liberté. C'est-à-dire que c'est un périmètre très, très restreint. Je vous laisserai peut-être aller voir la définition exacte, mais en gros, ça concerne particulièrement, je crois que c'est le médecin et ses propres patients qu'il a traités lui-même. Il va pouvoir réaliser des recherches sur ses propres patients, mais ça ne sort pas de ce cadre-là. Et vraiment, toute demande d'accès aux données doit faire l'objet normalement d'un avis motivé par le CSE. Une demande de screening simple pour les essais cliniques. Alors, je n'ai pas assez d'informations pour savoir si ça fait l'objet d'une recherche interne, mais voilà, je vous invite vraiment à regarder cette notion de recherche interne sur le site de la clinique. Je sais qu'elle est bien écrite. Et après, ce qui précise, c'est que si c'est des catégories de données et des destinataires identiques, on a la possibilité de rendre un avis unique. Mais en dehors de ça, le référentiel CNIL demande un avis motivé pour toutes les demandes. Alors, comment estimer le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement d'un CSE? C'est une question qu'on s'est un peu posée lors du groupe de travail et malheureusement, on n'a pas vraiment de réponse toute faite, étant donné que les tailles et les besoins des différents CSE peuvent être très variables. Donc, il y a un minimum qui se fait notamment avec les exigences du référent de 7000, donc au moins une personne dans l'éthique en santé, sans indépendante du responsable de traitement, des professionnels de santé, des chercheurs, des représentants. Si vraiment c'est une toute petite structure, on peut envisager qu'une seule personne par typologie, hein, ça peut, voire même une personne qui puisse représenter deux typologies d'acteurs impliqués si c'est cohérent. Mais il n'y a pas vraiment de minimum et c'est vraiment en fonction des capacités de la structure, des ressources à disposition et des besoins du CSE. Faut-il prévoir une durée des mandats des membres et ou du président? C'est pas une obligation réglementaire. Je crois qu'on l'a envisagé dans le règlement intérieur. Ça fait partie des choses qui peuvent les conseiller de mettre en place pour faciliter le fonctionnement et permettre un renouvellement aussi régulier sans trop engager les membres. Ça, vous pourrez, prenant connaissance du règlement intérieur, vous aurez plus une meilleure idée de ce qui peut se faire en termes de fonctionnement. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vais vous proposer de clôturer cette session, sachant que voilà, on vous transmettra dans les prochaines semaines les livrables et on restera à votre disposition pour toutes questions complémentaires que vous aurez sur le sujet. Merci. Je vois qu'il y a quelques participants qui ont contribué aux travaux du GT et voilà, nous les remercions pour leur aide sur ces travaux. J'espère que ces livrables vont vous être utiles et comme toujours, on reste à votre disposition pour toute question. Et je vous souhaite très bon après-midi. Je vous donne rendez-vous le 8 novembre pour une session sur la présentation du modèle OMOP. Et voilà. Au revoir et merci à tous pour votre attention.